fait toute la journée? Ah, toute la matinée. Des assurances accusées de discrimination génétique, par la loi. Est-ce que si je vous décris comme Élise Lucet du web, est-ce que ça vous convient? Ça serait beaucoup trop d'honneur parce que c'est vraiment un journaliste porté sur l'enquête, ça m'intéresse pas. À ma droite, Rémi Cuisine, vous êtes journaliste, vous, à Brut. C'est 2,9 millions d'abonnés sur Facebook, créé en 2016 notamment par Renaud Laurent-Kim, l'ancien producteur du grand journal de Canal+. Vous, c'est 60 000 followers sur Twitter et une fiche Wikipédia. Donc on a une star avec nous. Vous avez débuté notamment en couvrant les attentats de 2015 sur Periscope. Depuis, pour géolocaliser, le plus simple, c'est de regarder où il y a une manif ou un procès. Votre spécialité, c'est le direct. Hier, vous étiez au blocage d'Extinction Rebellion à Place du Châtelet, qui dénonce l'inaction des gouvernements contre le réchauffement climatique. Combien d'heures de direct vous avez passé? 6h30. Ça va? Un petit peu, le réveil était difficile ce matin, mais je pense que c'était utile d'y être hier parce que c'est une semaine d'action qui est importante. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire du long pour avoir des témoignages, des interviews, montrer un peu l'ambiance, comment ça s'organise. Donc tant mieux, profitons du format qui donne une liberté de temps, quoi. Vous allez y retourner aujourd'hui? Probablement oui, parce que ça continue. Enfin, avant de venir, je faisais un petit point sur la situation, essayer de voir un peu comment ça se passe sur place. Après, tout continue, malgré qu'il y a la cérémonie à la préfecture de police qui est juste à côté, ils ont laissé continuer pour l'instant. Ok. On va revenir un peu sur vos parcours. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a un à la fin. Vous laisserez le temps de poser des questions à David et Rémi. David, vous êtes passé par Rue 89, BuzzFeed, le JDD, avant de rejoindre Loopsider. C'était en janvier dernier, donc ça ne remonte pas si longtemps. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce média? Alors, il y a plusieurs choses, mais la première, c'était un peu la continuité de ce que je faisais à BuzzFeed. C'était vraiment une ligne assumée vers les jeunes. BuzzFeed, c'était à peu près la même jeune, on va dire 16-25 ans. Et il y avait vraiment cette idée de, je pense que... Ils sont tous là, d'ailleurs. Voilà. Et non, je pense qu'il y a une vraie crise. Enfin, il y a une vraie volonté à voir sur le journalisme, enfin, l'éducation aux médias, et on l'a vu notamment après les attentats. Et donc moi, c'est un petit peu c'est un peu le fil conducteur de ma petite carrière, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de plaisir à avoir ce défi de comment intéresser les jeunes à l'actualité et comment aussi régler ou tenter en tout cas de régler ce problème de confiance. Donc du coup, l'Upsider, c'était cette continuité avec BuzzFeed, et puis après il y avait l'enjeu aussi de l'image, parce que j'ai toujours travaillé dans la presse écrite ou web, et il a fallu me convaincre, parce que ça n'allait pas de soi d'afficher sa tête et d'incarner un média, mais je pense... Entre plusieurs vidéos, il y a des vidéos incarnées, dont vous en faites partie. C'est ça, voilà. Point important. Il y a le flux de vidéos assez courtes, sans visage, et il y a quelques incarnations sur certaines thématiques, dont mes sujets. Et puis voilà, je trouvais que c'était un beau pari, et il y a cette idée d'aller chercher les jeunes là où ils sont, donc ils sont généralement sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc., avant d'être sur les médias traditionnels. Et donc du coup, c'est ça qui m'a plu. Mais vous avez hésité un peu avant de montrer votre tête devant les caméras? Bah oui, j'ai hésité parce que, alors je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être faits pour la télé ou la caméra, et moi je m'étais jamais posé la question, et en cours d'école de journalisme, j'avais un peu boudé les cours télé. Puis après, il y avait une question un peu plus personnelle, c'est que moi j'ai beaucoup traité de sujets assez sensibles, assez polémiques, quelques enquêtes, etc. Et du coup, moi je suis un journaliste de la génération où tout de suite j'ai été sur Twitter attaqué comme tous les autres, mais je pense qu'on a découvert aussi une confrontation qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. Et donc du coup, il y a des questions aussi de se dire, montrer son visage régulièrement sur un média, l'incarner, c'est aussi s'exposer. Et ça, c'est une question qui s'est posée en tout cas. On y reviendra. Rémi, vous, on ne vous connaît pas trop votre visage, vous le montrez rarement, mais on connaît votre voix. Vous êtes à Brut, ça fait presque depuis le début. Comment vous êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre Brut?
Disons, comme vous l'expliquez, j'ai commencé donc en indépendant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout passé par une école de journalisme. J'ai un parcours un peu particulier. J'étais pas très scolaire, me mettre derrière une table à écouter un prof, c'était pas trop mon truc. Et puis, j'ai toujours gardé ce rêve de pouvoir devenir journaliste. Au fur et à mesure des années, j'ai essayé d'avancer tout doucement. Community manager d'abord dans des rédactions, et puis ensuite créer sur un nouveau support qui était Periscope, essayer de créer une nouvelle forme de journalisme en allant au cœur des événements. Et ce qui a été un peu l'élément déclencheur, c'est les manifestations au travail, l'événement Nuit debout en 2016, que j'ai pu couvrir parce que j'avais pas besoin de carte de presse à l'époque sur des événements de voie publique, parce que quand on n'a pas de rédaction ni de carte de presse pour s'accréditer à un événement bien précis, c'est compliqué. Donc j'ai couvert ces événements-là et en parallèle, donc à l'été 2016, Laurent Lucas, qui était en charge de la constitution de l'équipe de lancement de Brut, m'a contacté et m'a dit voilà, nous on aimerait quelqu'un qui fasse du live, on voit ce que tu fais sur Periscope depuis quelques temps maintenant, rejoins-nous. Donc moi j'ai fait partie donc de l'équipe de départ en août 2016. Brut s'étant lancé en novembre de la même année. Et donc ça fait maintenant 3 ans que à l'époque, vous avez refusé de présenter le 20h de TF1, c'est ça, pour aller chez Brut? Non, alors il y avait des propositions en chaîne info, mais personnellement, je me suis senti plus à l'aise par rapport au projet de Brut, qui était un peu une continuité pour moi. C'est-à-dire que si je partais sur quelque chose de télé, je quittais un peu ce format-là que moi j'appréciais et sur lequel je pense qu'on pouvait justement le porter, le développer, comme ce que je peux faire à Brut depuis 3 ans. Donc c'est pour ça que ça m'a paru naturel finalement de partir pour cette aventure. Jeune journaliste, premier contrat de travail en tant que journaliste dans un média naissant. Je trouvais que toutes les planètes étaient alignées pour que ce soit sympa, quoi. Vous vous rencontrez tous les deux sur le terrain? Ça nous arrive, ouais. Alors, en fait, je le rencontrais beaucoup à Nuit debout parce qu'on avait vraiment couvert. J'avais fait les 16 manifs, les Nuits debout. Et maintenant, j'avoue qu'il est beaucoup plus sur le terrain que moi. Je traite l'actu de façon différente. Quel est l'intérêt de montrer, d'avoir une incarnation sur un média comme Loopsider? Je pense que l'intérêt, je pense qu'à Loopsider, mais comme d'autres supports qui font de l'incarnation, je pense qu'il y a cette idée de, aujourd'hui, les personnes, et notamment les jeunes, s'informent avec cet outil qui est le smartphone, le téléphone portable, et donc du coup, c'est une façon de repenser la façon de faire de l'info. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelque chose de très personnel quand vous regardez une actu sur un téléphone portable, vous êtes très proche de l'outil, et il y a cette idée de, tiens, si on l'incarne, il y a un visage, il y a un lien de confiance qui se crée, il y a même un attachement, parce que de la même façon qu'avant on avait des présentateurs télé, PPDA, etc., c'était la messe du 20h, c'était le rendez-vous, je pense qu'il y a cette idée aussi de recréer un nouveau lien médiatique. Vous êtes le nouveau PPDA. Non. Mais je pense que chez les patrons de boîtes comme Loopsider, comme de rédaction ou comme Brut, etc., il y a cette idée de comment toucher les jeunes. Et ça passe aussi par un visage. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose, on n'est pas formaté télé. Moi, j'ai pas d'expérience télé. Je pense qu'il y a de nombreux présentateurs de JT, ou de reporters, qui trouveraient beaucoup à redire sur le format. Mais il y a cette idée de sincérité, d'absence de format, si je puis dire, qui peut aussi être une nouvelle façon de faire du journalisme grâce au smartphone, quoi. Rémi, quel accueil vous avez sur le terrain en étant un média comme Brut? Disons que l'accueil est plutôt positif, c'est un média qui est plutôt apprécié. Après on essaye justement, comme le disait David, c'est de créer aussi un lien avec ceux qui nous suivent. On a aussi une chance par rapport à ça, c'est l'interaction. C'est-à-dire que par exemple, moi quand je fais un direct, j'ai les commentaires qui s'affichent, donc on peut répondre aux gens et en fait on crée un lien avec eux et ces personnes avec qui vous discutez, avec qui vous échangez, qui parfois vont même être dans la critique de votre travail, qui vont parfois vous poser des questions parce que vous abordez peut-être pas le sujet sur des questions qu'eux se posent, ça crée un lien avec eux, donc du coup quand vous les croisez sur le terrain pour X ou Y raison, il y a plutôt un aspect, on va dire, positif. Les gens ont l'impression de vous connaître. C'est-à-dire des fois, quand ils vous croisent, ils vous appellent par votre prénom comme si on se connaît depuis des années, alors qu'en fait, c'est la première fois qu'on se croise. Donc il y a un lien qui se crée grâce à cette forme-là, où on a une interaction qui est constante et que j'essaye d'utiliser le plus possible. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, par exemple, quand je fais mon live hier sur le blocage d'Extinction Rebellion à Paris, il y a cette idée de prendre en compte le maximum les commentaires, parce que je veux dire, on est journaliste pourquoi? Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui... on informe les gens qui nous regardent. Donc l'idée, c'est d'essayer de répondre aussi à les questions que peuvent se poser. Donc
on essaye de développer cette interaction le plus possible. Et durant ces 6h30 de live, je pense qu'il y a peut-être 20 à 30% du live qui va être consacré à répondre aux questions des gens, à expliquer un peu et de prendre en compte toutes les questions que peuvent se poser. Il faut dire que vous êtes tout seul sur place, du coup vous avez 2 cerveaux. C'est un travail de concentration qui n'est pas évident parce qu'on est à la fois preneur de son, cadreur, on doit gérer le live et on doit aussi gérer les commentaires. Alors, il faut être très honnête, je veux dire, vu le nombre de commentaires qu'il y a et comment ça défile, on ne peut pas tous les lire, mais on arrive à voir des tendances. C'est-à-dire que, par exemple, sur quelques minutes, vous allez pouvoir en lire quelques-uns et vous voyez les commentaires qui vont revenir au fur et à mesure. Donc, vous arrivez à avoir une tendance dans ce que les personnes ont peut-être envie de voir sur les questions qui peuvent se poser, mais bien évidemment, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout prendre en compte, et ça m'arrive même très souvent après un live d'aller regarder les commentaires, relire après pour voir si j'aurais pas loupé quelque chose, s'il n'y a pas des personnes qui se disaient il y a des sujets qu'il n'a pas bien abordés dans ce live, de tel angle qui n'a pas été bien expliqué. J'essaye de le prendre en compte après parce qu'on ne peut pas tout gérer en même temps, ça c'est sûr, on ne peut pas tout lire. Dans une précédente table ronde, on parlait de défiance envers les médias. Est-ce que vous la ressentez, vous, David ? Alors oui, je la ressens de façon générale, et puis sur le terrain, la question de la sécurité quand on est journaliste se posait beaucoup moins à l'époque. Moi, c'est à partir des manifestations Jour de colère, les manifs pour tous, qu'on a commencé à se poser la question de la sécurité en manif, et puis après ça allait crescendo. Mais justement, je pense que maintenant, chaque rédaction a intégré ce souci d'améliorer cette confiance ou de faire quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire que, et je pense notamment au mouvement des Gilets jaunes, où on s'est tous posé la question, on s'est tous peut-être dit on a raté quelque chose. Et donc maintenant, cette façon de faire du journalisme, l'idée moi je pense que, par exemple, au début de BuzzFeed, il y avait cette idée la plupart des médias oubliaient Facebook. Et en fait, on pensait Twitter, mais sauf qu'on s'est rendu compte, pour certains tardivement, qu'il n'y avait pas grand monde sur Twitter et que les gens étaient surtout sur Facebook. Et donc du coup, il y a aussi cette idée, maintenant un live sur Facebook avec les commentaires en direct, c'est beaucoup plus exhaustif et on intègre vraiment cette confrontation, cette réponse avec ce qu'on appelait les lecteurs. Donc du coup, je pense que oui, il y a une crise de confiance et après, on tente avec plein d'outils, et par exemple nous à l'Oopsider c'est vraiment d'essayer il y a le décryptage, mais il y a aussi décortiquer notre façon d'enquêter pour que celui qui regarde la vidéo comprenne comment on arrive à une information. Tout ça, je pense que c'est une façon de remédier à cette crise. Et incarner un média aussi, c'est s'exposer aux critiques. Est-ce que comment on gère ça ? Alors, je pense que être journaliste, d'abord, c'est s'exposer aux critiques, parce que c'est vrai que c'est un des rares métiers où vous êtes relu, corrigé, ça commence dans votre rédaction. Enfin, c'est très presque infantile, comme à l'école, où on se fait relire notre papier, puis après on se fait relire par des gens et on est critiqué, etc. Mais moi, je l'ai toujours vu comme... c'est une remise en cause permanente, et c'est aussi... moi, j'ai aucun problème à corriger des papiers ou à amender des vidéos dans les commentaires. Donc je pense que cette exposition et cette confrontation, c'est d'abord vertueux. Après, il y a évidemment quelques dérives ou quelques difficultés sur certains sujets, surtout avec le climat ambiant. Il y a certains sujets qui sont plus compliqués à aborder. Début septembre, vous avez décortiqué des photos, un voyage en Syrie, notamment entre Bachar el-Assad et les élus RN Thierry Mariani et Nicolas Bay. On imagine que le service après-vente doit être musclé derrière. Ouais, et j'avoue que je pense pas assez au community manager de l'Oopsider qui doit modérer tous les commentaires. Et c'est vrai que je le retrouve le lendemain où il a travaillé toute la soirée parce qu'il a dû... donc une petite pensée pour Armel. Mais oui, et il y a notamment des sujets... moi, c'est vrai que j'ai souvent traité de sujets polémiques où il y avait un lien avec la politique, notamment le Rassemblement national, etc. C'est vrai que dès que je traite ce genre de sujet ou des discriminations, il y a des insultes ou il y a des commentaires. Moi, en fait, j'ai une espèce de sélection où les commentaires pertinents et même les commentaires très difficiles, mais qui restent dans la critique, j'essaie de répondre, je les prends en compte. Lorsqu'il s'agit d'insultes, etc., je pense que maintenant, on est un peu formaté pour les oublier rapidement. Vous avez des vidéos très montées. En revanche, Rémi, c'est du live. Comment on gère les interlocuteurs qu'on interviewe, leur crédibilité, leur discours ? Est-ce
c'est sans filtre, c'est vous mettre en danger aussi. Dans une manifestation, notamment, on peut repérer déjà à l'avance les interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on sait que pour la presse, il y a des représentants. On prend l'exemple de l'action hier avec Extinction Rebellion. On a des personnes qui sont chargées de pouvoir répondre à la presse. Après, il y a aussi l'idée d'aller spontanément vers des citoyens pour leur poser des questions. Ça va être au feeling, on va avoir une pancarte qui va être intéressante, on va avoir des personnes qui sont rassemblées à tel endroit, qui vont tenir un stand ou autre. L'idée, c'est d'aller leur poser des questions. Mais comme on est en direct, il y a cette maîtrise qui est importante. C'est-à-dire que si jamais on a à un moment donné quelqu'un qui pourrait avoir des propos insultants ou autres, ça m'est déjà arrivé, par exemple dans une manifestation des Gilets jaunes, avoir quelqu'un qui avait des propos qui pouvaient être considérés comme un appel au meurtre envers le président de la République. On stoppe l'interview, on dit voilà, vos propos, on ne peut pas continuer sur cette. Il n'y a rien d'informatif et il faut se désengager. Voilà, à partir du moment, en fait, le stop, c'est quand ça passe sous le coup de la loi ou quand c'est sous le manque de respect envers quelqu'un d'autre. Donc il y a toujours une limite et une gestion du live en permanence, bien sûr, d'écouter son interlocuteur déjà en tant que journaliste pour le relancer, pour lui poser d'autres questions, mais aussi d'éviter des propos qui pourraient être sous le coup de la loi ou qui pourraient être dans l'insulte vis-à-vis d'autres personnes. Et je considère que pour moi, la ligne rouge à pas franchir, c'est ça. C'est-à-dire on peut être dans la critique, on peut avoir une liberté d'expression très forte et je pense qu'on l'a démontré sur Brut au travers de nos lives où on laisse les gens s'exprimer, une parole sans filtre justement, mais qui a cette ligne rouge à pas franchir, qui est celle du manque de respect envers les autres ou des propos qui peuvent être sous le coup de la loi. Donc on essaye de gérer ça du mieux possible en live. Après, rien n'est parfait, mais après c'est à moi justement, si jamais il y a un débordement, d'essayer de le maîtriser du mieux possible. Surtout qu'il y a une nouvelle loi qui va passer sur le monde audiovisuel où le CSA aura plus d'envergure et va contrôler aussi les médias sociaux. C'est quelque chose que vous allez prendre en compte, vous allez prendre plus de précautions ? Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le prendre en compte parce qu'en tant que journaliste, on doit savoir faire notre autocritique nous-mêmes et nous fixer les limites par nous-mêmes. Que le CSA, moi je dirais qu'il arrive sur les médias digitaux, tant mieux. Ça permettra peut-être de gérer mieux certaines choses, mais d'un point de vue personnel, on n'a pas attendu de se dire que le CSA allait arriver pour contrôler certaines choses. On n'a pas besoin d'avoir un gendarme au-dessus de nous pour se dire comment on doit travailler. On essaye de le faire au quotidien, de gérer au mieux possible nos directs, la pluralité aussi des avis qu'on peut avoir. On essaye de faire du mieux possible. Donc l'arrivée du CSA en soi, moi je la vois pas du tout comme une mauvaise chose. Ils arrivent, tant mieux, mais on n'a pas attendu cela pour se poser toutes ces questions qui sont importantes en termes de déontologie du journaliste. David, vous passez une semaine à préparer vos vidéos. Comment ça se passe concrètement? Comment vous choisissez vos choix, vos thèmes? Alors c'est quand même un peu plus aléatoire que ça, mais on va dire que il n'y avait pas de cahier des charges précis au début, mais là on va dire qu'il peut y avoir des sujets comme ça qu'on décide en conf de rédaction le matin et qui vont être beaucoup plus rapides à faire. Et puis après, les sujets où il y a un peu d'enquête, où il faut aller rencontrer un avocat ou avoir des documents, là ça peut prendre une semaine. Mais ce qui est pas mal à l'Oopsider, par comparaison avec les différentes rédactions que j'ai pu traverser, c'est il y a une vraie liberté, en tout cas pour tout le monde, mais pour moi spécialement, c'est-à-dire que moi on n'attend pas de moi une vidéo tous les 2 jours, etc. Et de toute façon, je pense que pour essayer de faire un travail de qualité, c'est un peu la condition obligatoire, mais voilà, il n'y a pas de rythme. Est-ce que vous pensez vos sujets comme en termes de il faut faire du clic? Alors, on me posait souvent beaucoup plus la question quand j'étais à BuzzFeed, parce que le nom pouvait induire cette question. Mais alors moi, je n'ai jamais pensé à un sujet comme ça n'a jamais été ce qui pouvait m'animer. Je fais des sujets on a fait un sujet sur les camps de victimes au Yémen. On savait très bien que c'est pas des sujets qui font beaucoup de clics, mais moi, j'estime que c'est important de le traiter de la même façon que l'enquête sur la discrimination génétique. C'est pas un sujet, je sais très bien, on sait quand on est journaliste ce qui va marcher ou pas. Après, il y a évidemment des surprises. En revanche, je vais pas me leurrer. Je pense que n'importe quel journaliste écrit pour être lu et n'importe quel journaliste fait des vidéos pour qu'elles soient vues. Donc évidemment qu'on a toujours envie d'atteindre le plus de personnes possible, mais c'est davantage par souci d'informer que parce qu'on voudrait avoir du clic. Vous, on va passer aux questions. Juste, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Juste, Rémi, vous, hier, vous avez choisi de suivre l'action d'Extinction Rebellion, alors qu'il y avait aussi un rassemblement à Villiers-le-Bel en même temps. Comment s'est fait le choix ?
Le choix s'est fait naturellement dans le sens où on couvre cette semaine internationale d'Extinction Rebellion. Après, sur la question de ce rassemblement à Villiers-le-Bel, je ne suis pas persuadé que le format du live aurait été le mieux pour traiter cette actualité, parce que on a deux versions pour l'instant qui s'affrontent, la version policière et la version de certains témoins sur place. Pour l'instant, toutes les circonstances ne sont pas établies autour de ce drame, et on peut partir aussi sur des vidéos montées, comme par exemple ça m'est arrivé, je pense que vous avez tous vu peut-être cette vidéo à Sevran où on voit un policier et un jeune médiateur de la ville en train de se battre, et donc avoir des images donc, qui peuvent être considérées comme des violences policières. J'ai été moi-même la veille recueillir la version policière et le lendemain recueillir dans les quartiers les versions des témoins qui étaient présents, et ensuite on en a fait un sujet. Mais je veux dire, le live n'est pas forcément automatique. Il y a certains sujets comme celui-ci où c'est beaucoup plus délicat, où il y a peut-être plus de contexte et de mise en perspective à faire, qu'on va traiter autrement. Donc là, ça paraissait naturel que pour hier, je sois présent sur ce blocage-là, et que sur ce drame qui s'est déroulé à Villiers-le-Bel, on pense à faire un sujet plus tard, ou autre chose par la suite. Enfin, on va voir comment les choses se développent dans les prochaines heures, parce que c'est un drame qui s'est déroulé il y a un peu moins de 48 heures maintenant. Donc, mais en tout cas, on suit l'évolution de cette situation aussi, quoi. Vous êtes à peu près tous dans la cible de ces deux médias. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à une question ? N'hésitez pas, vous serez peut-être à leur place dans quelques années. Donc, peut-être, David, c'est quoi le sujet le plus marquant que vous avez fait depuis que vous êtes à Loopsider ? Alors, il y en a plusieurs, mais celui qui était intéressant, que je trouve intéressant, et où le format, je serais tenté de le développer, c'est on avait fait un partenariat avec SOS Racisme pour montrer s'il y avait de la discrimination à l'accès au logement, et donc du coup on avait procédé à des testings. Donc en gros, je téléphonais des agences immobilières en me faisant passer pour un propriétaire qui veut louer son appartement, et j'exigeais qu'on ne fasse pas de visite aux Noirs et aux Arabes. Et tristement, étonnamment, la plupart des agences immobilières ont accepté ces conditions racistes. Et donc du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a cette idée de le racisme aussi franc, aussi assumé, pour beaucoup n'existerait plus en France. Donc il y a cette idée de montrer qu'en réalité, quand on met en avant certaines choses, on voit qu'il y a quand même, il est assez tenace. Et puis après, sur le format, je trouvais ça intéressant de faire du testing, de filmer. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour résoudre cette crise de confiance. Et aussi, voilà, on me voit en film en train d'appeler les agences. Bon, leur voix est modifiée, mais la vidéo est implacable. De A à Z, on comprend que ce qu'on veut démontrer est implacable. Et du coup, je trouvais que c'était un format intéressant. C'est ce qui est fait dans les gros documentaires de type Cache Investigation ou Envoyé spécial. Et c'est vrai que moi, en tout cas à Loopsider, on a cette ambition de pas faire des aussi grosses enquêtes qu'eux, mais de développer de l'enquête quotidienne, ou en tout cas hebdomadaire, sous ce format-là. Et en 5 minutes, on arrive quand même à avoir une force, à démontrer un propos. Nous, en tout cas, la vidéo, elle dure, je crois, 5 minutes 30. Testing, interview d'un patron de SOS Racisme. Et en tout cas, quand elle est diffusée, on a toutes les agences immobilières, les 10 qui ont été épinglés, qui font des communiqués de presse. Il y a le procureur qui s'interroge pour savoir si il va s'autosaisir. Donc je pense que le résultat est le même qu'une enquête dans la presse écrite ou le presse web.